directeur, le président des fondations Follero. Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers camarades, l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées a le grand honneur de vous accueillir pour commémorer le souvenir d'un grand ancien du Pharo, le médecin général inspecteur Richer. Cette cérémonie nous réunit à l'initiative de l'Association française des fondations Raoul Follero et de leur président, à qui j'adresse nos remerciements reconnaissants. Elle veut souligner plus particulièrement l'action du médecin général inspecteur Richer dans la lutte contre la lèpre qu'il organisa, orienta, dirigea dès 1953 et à laquelle il continua de contribuer jusqu'à ces derniers jours. Avant de vous rappeler les principales étapes de sa vie professionnelle, je salue toutes les personnalités déjà présentes à cette première partie de la cérémonie pour entourer Madame Richer. Le médecin général Durand représente les services de la coopération. Le colonel Bussutil représentant les anciens de la 2e division blindée. Le professeur Martin représentant le président de l'association des anciens de Bordeaux et du Pharo. Le médecin général Le Breton, qui aurait représenté les camarades de promotion du médecin général Richer, n'a pu arriver jusqu'à nous à cause de la grève des chemins de fer. Le professeur Coriol, représentant le président de l'Union nationale des médecins de réserve. Le médecin général inspecteur Fourré, représentant le directeur du service de santé de la 5e région militaire. Le professeur Sankhalé, représentant la faculté de médecine de Marseille et son centre de formation et de recherche en médecine et santé tropicale. Tous les anciens qui ont bien connu le général Richer ont souvent travaillé avec lui et qui, pour beaucoup, ont été ses collaborateurs directs à l'OCCGE. Madame Labusquière devait être là ce soir. Son train également n'est pas arrivé. Qu'il me soit néanmoins permis d'évoquer le souvenir du médecin général Labusquière, qui fut le disciple direct du médecin général Richer. Les absents, hélas, sont nombreux, empêchés par l'âge, la maladie, des obligations ou des problèmes de transport, d'être ce soir à nos côtés. Beaucoup m'ont prié de vous dire combien, à cette heure, ils sont par la pensée avec nous. Monsieur Hamon, sous-directeur général de l'OMS, les médecins généraux Chipot, Terramorsi, Demarquis, Nosny, Velkel, Perrault, Merle, Cheval, Ricosset, Santille, Numafourès, les professeurs Janssens, Gentilini, Félix, Lebert, le père André Prost, monsieur et madame Dubois, le docteur Bourgès. Je suis heureux de la présence des stagiaires paramédicaux africains qui, à l'issue de leur stage, ont reçu tout à l'heure leur diplôme. Le médecin général Richer était en effet le grand ami des Africains, toujours écouté et aimé, des dirigeants comme des plus humbles. Et peut-être, parmi eux, quelques-uns lui doivent-ils d'être là ce soir. Le médecin en chef du TER, chef du bureau épidémiologie à la direction centrale du service de santé des armées, rappellera quelques souvenirs communs. Le docteur Sansaric, ancien de l'OCCGE, avant de devenir l'actuel responsable de la section lèpre à l'OMS, puis le président Récipon, parleront de l'homme et de sa contribution à la lutte contre la lèpre. Ensuite, la commémoration se poursuivra dans la salle d'honneur de l'Institut, où sera dévoilé le médaillon à l'effigie du général Richer, offert par les fondations Follero. Pour nos jeunes médecins des armées sortant du Pharo pour servir outre-mer, comme le fit le général Richer il y a 54 ans, ce médaillon perpétuera le souvenir exemplaire d'un ancien particulièrement courtois, affable, amical et simple,
et de ce que peuvent réaliser l'enthousiasme d'une jeunesse d'esprit toujours conservée, la foi en une vocation inébranlable, la volonté de la réussite et de l'efficacité dans ses entreprises et le pragmatisme si chers à notre école. Nombreux parmi vous auraient pu aussi bien parler et raconter Richer. Ils pourront le faire entre eux tout à l'heure, après la cérémonie, au cours du cocktail auquel ont contribué les fondations Folleraut et les laboratoires SIBA, que je remercie. Nous sommes particulièrement heureux que M. Charles Hernu, ministre de la Défense, M. Gaston Defferre, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, maire de Marseille, M. le préfet Sonveille, commissaire de la République, M. Philibert, président du Conseil général, M. le représentant du président du Conseil régional, M. le général de division Goupy, gouverneur de Marseille, M. le médecin général inspecteur Juillet, directeur central du service de santé des armées, le contre-amiral Vion, commandant la marine nationale à Marseille, honorent de leur présence cette deuxième partie de la cérémonie qui sera suivie de la remise de la cravate de commandeur de l'Ordre national du mérite au médecin général d'Apessoni par le docteur Charles Mérieux. Outre l'honneur bien mérité rendu à un ancien professeur du Pharo, il s'agira là de la rencontre de deux hommes qui ont particulièrement œuvré dans la lutte contre la méningite cérébrospinale. Celle-ci reste une des grandes préoccupations du Pharo, qui abrite le Centre international de référence de l'OMS pour le méningocoque. La présence de toutes ces personnalités ici ce soir témoigne de l'intérêt, de l'estime et de l'amitié qu'ils ont pour notre corps et pour le Pharo. L'avis du médecin général inspecteur Richer est un exemple parfait de la double vocation du médecin des troupes de marine. Elle montre en particulier que la vocation tropicale des médecins des armées ne contrarie aucunement leur vocation militaire chaque fois que les circonstances l'exigent. Né le 1er novembre 1904 et entré à l'école de santé navale de Bordeaux en 1925, Pierre-Eugène Richer choisit le service de santé des troupes coloniales et fait son stage d'application au Pharo en 1930. Alors commence la première partie de sa carrière de tropicaliste, avec d'abord 2 séjours successifs, l'un au Niger, l'autre en Haute-Volta. Comme beaucoup de ceux qui l'ont précédé et qui l'ont suivi dans cet institut, il est responsable de l'assistance médicale africaine, c'est-à-dire médecin polyvalent, et il pourra paraître singulier que le seul souvenir raconté dans le livre Sillage et feux de brousse par cet épidémiologiste et cet homme de santé publique de grand renom soit celui d'une intervention qu'il effectua pour un gigantesque éléphantiasis du scrotum. Les 2 séjours suivants le retrouvent comme adjoint du médecin-colonel Murat, chef du service général de la maladie du sommeil de l'AOF, puis comme médecin-chef de secteur de Bobo-Dioulasso et de Diebougou. Il se passionne pour la grande bataille déclenchée contre la maladie du sommeil et parcourt le pays avec ses équipes de dépistage. Chemin faisant, il est intrigué par le nombre d'aveugles qu'il rencontre le long des rivières et la relation entre l'onchocercose et la cécité est l'objet de ses premières grandes enquêtes. Cela le conduira plus tard à être intimement associé à la création, à Bobo-Dioulasso, du service général d'hygiène mobile et de prophylaxie de l'AOF. Commence alors la partie militaire de sa carrière. La guerre fait rage en Europe et le médecin commandant Richer, affecté à la direction du service de santé des troupes du Maroc en 1942, va y prendre une part active avec la même fougue et la même générosité qui l'a mise à lutter contre les grandes endémies en Afrique. En 1943, il se distingue dans les combats menés en Afrique du Nord par le Corps franc d'Afrique, puis directeur du service de santé de la 2e division blindée du général Leclerc. Il en organise le dispositif médical dès sa fondation. Avec la 2e DB, il participe au débarquement, à la campagne de Normandie, à la prise de Paris, aux campagnes de Lorraine, d'Alsace et d'Allemagne. C'est un organisateur et un réalisateur hors pair, observe le général Leclerc dans une de ses citations.
mais sa réputation dépasse le cadre de cette division et se propage dans les armées alliées. Sa conduite lui vaut une très brillante citation du président des États-Unis, Harry Truman, qui estime que la conduite exceptionnellement méritoire du lieutenant-colonel Richer est telle qu'il en rejaillit un crédit considérable sur l'armée française et il lui attribue la croix de chevalier de la Presidential Distinction. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever en Europe, puis dans le Pacifique. Le gouvernement français décide de créer un corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient afin de reprendre en main la situation très compromise. Aussi, en août 1945, Richer est désigné pour organiser en France le support santé du corps expéditionnaire. La mission que reçoit le médecin lieutenant-colonel Richer est d'autant plus délicate que la France ne dispose d'aucun matériel en état. Il doit avoir recours à des éléments hétéroclites d'origines diverses, tout en sachant que les formations sanitaires et d'approvisionnement ont été pillées sur tout le territoire indochinois. Le médecin-colonel Richer paie de sa personne. On le retrouve dans tous les coups durs. Frontières de Chine, Laokai, Langson, Nandine, Taibin, Diallo. Partout, il force l'admiration par ses qualités d'animateur, œuvrant au plus près du front d'engagement, inspectant sans relâche les antennes chirurgicales, organisant et supervisant l'évacuation des blessés, assurant le ravitaillement sanitaire des unités engagées, remplissant magnifiquement les objectifs du service de santé en opération, la conservation et la récupération des effectifs, comme le mentionne la citation à l'ordre de l'armée du 16 février 1952. Ainsi, au Tonkin, avec le général Delattre de Tassigny, prend fin l'épisode strictement militaire d'un chef bienveillant mais exigeant et passionné qui a su gagner l'estime non seulement de ses chefs, mais de tous ses subordonnés. Promu médecin général, il va poursuivre de 1952 à 1970 la deuxième partie de sa carrière tropicaliste, se dévouant sans compter à la cause des populations africaines dont il refuse le dénuement sanitaire et la misère. D'une foi et d'un enthousiasme très communicatif, il devient un griot intarissable de conviction et d'énergie en faveur d'une nouvelle politique sanitaire qui puise ses sources chez ses maîtres Jameau et Muras. Il sera successivement directeur du service d'hygiène mobile et de prophylaxie d'AEF, puis d'AOF. En 1960, il devient secrétaire général permanent de l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies, dont il a été le grand initiateur. Il a en effet convaincu les ministres de la Santé des nouveaux États indépendants d'adopter une unité de doctrine, une unité d'action sanitaire, car les grandes endémies ignorent les frontières et ce qui se montre bénéfique pour les uns doit pouvoir profiter aux autres. Il lance les entomologistes de l'Orstom dans un vaste inventaire de la répartition des simuli. Ensemble, ils mettent au point des techniques de lutte contre ce vecteur et finalement, à la réunion internationale de Tunis, il dépose devant l'OMS le grand projet de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest, dont le succès va permettre progressivement aux paysans de tous les pays atteints de la cécité des rivières de reconquérir les terres alluviales des vallées. À la demande de tous les pays membres, quoique atteint par la limite d'âge en 1966, le médecin général inspecteur Richer continue ses services à l'OCCGE comme secrétaire général jusqu'en 1970. Incontestablement, durant cette période qui va de 1953 à 1970, c'est dans la lutte contre la lèpre qu'il donne toute sa mesure d'organisateur, de planificateur, de meneur d'hommes. À partir de 1954, il est en effet le promoteur des circuits mobiles de traitement et le mobilisateur infatigable d'assistances internationales qui financent cette politique. À cette occasion, son chemin croise celui du vagabond de la charité, Raoul Follereau. Désormais, ils lutteront ensemble, mettant tous deux au service d'une humanité souffrante
leurs exceptionnelles qualités. Pierre Richer poursuivra cette œuvre jusqu'à son dernier souffle, avec le même enthousiasme, la même simplicité, la même modestie, la même générosité et le même amour de l'Afrique noire, dont témoignent les dernières lignes de son récit, Le parfum de la longue route, dans le livre Sillage et feux de brousse. Je cite: « Voilà peut-être, mes vieux amis africains, quelques-unes des raisons pour lesquelles on ne guérit pas de vos tropiques enchantés, ni de vous-même. Mais n'est-ce pas un peu vanité que de vous aimer, non seulement pour ce que vous êtes, mais aussi, et peut-être surtout, pour tout le bien qu'on vous a fait. » Son nom s'inscrit parmi les figures les plus prestigieuses de la lutte contre la lèpre, mais aussi parmi les bienfaiteurs les plus illustres du continent africain. Et à une époque où les médias font la part belle, certes méritée, mais trop souvent exclusive, à certaines actions d'organismes non gouvernementaux dont les membres consacrent quelques semaines, sinon quelques jours, à des actions spectaculaires et coûteuses, pas toujours suivies, il était bon qu'un hommage soit rendu au médecin général inspecteur Richer et avec lui à Raoul Follereau et à tant de nos médecins des armées qui ont consacré leur vie au service du tiers-monde, réussissant, avec peu de moyens, une action efficace et durable. Grand officier de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite, titulaire de la Croix de guerre avec 5 citations, de la médaille de la France libre, de la Legion of Merit des USA, ainsi que de nombreuses décorations françaises et étrangères, le médecin général inspecteur Richer, héritier volontaire d'Eugène Jameau, a bien mérité de la France, de l'armée française qu'il aimait passionnément, du corps de santé des troupes coloniales dont il restera une illustre figure, et de l'Afrique noire, sa deuxième grande patrie. Je vous remercie. Je donne la parole au médecin en chef du terme. Madame, Monsieur le Président, mon général, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, il faudra un jour écrire l'histoire de la vie de Pierre Richer. Vous avez tout dit, mon général. J'ai l'impression qu'il en reste tant à raconter pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué, à qui il a confié des détails de sa grande aventure en Afrique. Et ce sera du même coup une page d'histoire, car le général Richer, durant les années de cette guerre mondiale que tant de Français ont laissé passer avec patience, a été partout où il fallait être, comme par hasard, et parce que c'était son caractère, et qu'entre cette époque de bouleversement et ce caractère, il existait une affinité évidente. Pour ceux qui l'ont connu, il était amène, souriant, d'un abord simple et direct. Il inspirait confiance, il faisait confiance, et il semblait penser que tout bon travail se fait avec de bons sentiments, et contre toute vraisemblance, il semble avoir eu raison. Pour une génération de médecins des troupes de marine, il a été le patron. Il faudra un jour écrire cette histoire, mais je me propose seulement, aujourd'hui, d'essayer de le faire revivre un moment, pour ceux qui le connaissent, et pour les autres aussi qui ne l'ont pas connu, et qui devraient pourtant se souvenir de lui. Et si j'apparais dans cette causerie, c'est parce que je ne puis mieux faire ce soir que vous ouvrir mon livre de souvenirs, mon livre d'images, et vous raconter cet homme qui était général quand j'étais lieutenant, il y a 25 ans de plus que moi. Pour une génération de médecins des troupes de marine, il a été à la fois le père et le général, le guénénard, comme il disait avec la prononciation des gens de Bobo. Je l'ai toujours connu général, ce qui n'est plus le cas d'aucun autre officier que je connaisse. Il était le père et le patron, grand chasseur devant l'Éternel, simple,
souriant, et je ne l'ai vu jamais à proprement parler se battre, ce qui est extraordinaire tant on conserve le souvenir d'homériques bagarres et comment cela pouvait-il se faire. J'ai rencontré Richer au mois de mars 58 lors de mon arrivée à Dakar pour mon premier séjour, dans le grand bâtiment administratif, éclatant de soleil et frappé des lettres d'or du Haut Commissariat près de l'hôpital principal. Il était en costume d'été, chemise blanche et nœud papillon, les cheveux ailes de corbeau, portés longs, à une époque où cela n'était guère courant. Le visage tanné de soleil et muni de ses éternelles lunettes noires. Ce jour-là, je ne l'ai vu que quelques minutes. Le président l'appelait au téléphone. Il n'a eu que le temps de nous inviter à déjeuner pour le lendemain et il a disparu. Le dimanche suivant, il nous a prêté sa voiture pour que nous puissions nous promener dans les environs et faire connaissance avec le pays. C'est un petit détail que je n'ai pas oublié. Et d'ailleurs, le pays était beau. Mon premier général. Je ne savais pas qu'un quart de siècle plus tard, j'aurais à parler de lui, parce que 20 ans, j'aurais suivi sa trace. Aujourd'hui, triant mes souvenirs, comme un vieux chien qui rêve à son premier maître. Pierre Richer est né à Paris, on vous l'a dit, commence ses études de médecine à Limoges, entre à l'école de santé navale en 1925. En 1930, il est médecin-lieutenant ici, à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales, au Phare. Et sa brillante carrière commence au dépôt des isolés de Fréjus. Je ne sais pas si vous aimez comme moi ce nom de dépôt des isolés. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et d'humour au noir dans ce genre de dénomination, et que ces lieux interlopes et gris sont ainsi dépositaires de jeunes gens qui rêvent des terres rouges que leur cœur attend. Richer n'attend pas trop longtemps. Nommé pour servir hors cadre, il se voit confier la chefferie du poste médical de Ngigmi. On est toujours médecin-chef de quelque chose, et c'est un des charmes de notre métier. Il débarque à Dakar, il y fait ses mouvements, prend sa feuille de route, puis la route. Le lac Tchad est loin. Il s'agit d'abord de rejoindre Bamako, parti par le train, parti par la piste, 1200 km à parcourir. À Bamako, il attend l'opportunité d'un bateau. Il doit faire toute la boucle du Niger jusqu'à Niamey, et c'est un voyage. 1700 km de boucle du Niger. Mais quelle merveille! Se réveiller le matin à Sansanding ou à Mopti, sur ce fleuve vaste comme une mer, dans ce pays plat, inondé de lumière, ouvert, illimité. Après quoi, il ne reste plus que 1500 km à parcourir par la route. Enfin, la route. Nous savons ce que c'est. Mais sauf les derniers 300 km assez évasifs, elle est bien tracée et l'on ne risque pas vraiment de se perdre. De sorte que 3 mois après son arrivée à Dakar, le médecin-lieutenant Richer parvient au bord du lac Tchad dans son poste de Ngigmi en avril 1932. Et puis un matin, il y voit débarquer, avec une équipe de Camerounais au terme d'une prospection de délimitation des glossines le long des rives de la Komadougou-Yobé, le médecin-colonel Jameau. Ainsi, Richer était-il un des derniers survivants de la race si rare des gens qui ont connu Jameau. Quelques mois plus tard, il reçoit ses 3 galons de capitaine. En février 1934, il rentre en France. Il est repris en compte par le dépôt des isolés de Bordeaux. En avril 1936, il revient de nouveau au tour de départ et est encore détaché en position hors cadre pour prendre la chefferie médicale du cercle de Tinkodo, à l'époque en Haute-Côte d'Ivoire, dans le pays qui est aujourd'hui la Haute-Volta. Il soigne des malades, des sommeilleux, des lépreux, avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire rien. Enfin, la vertueuse huile de Chaulmoura. Il y a toujours une petite mission à Tinkodogo, et le bon mon père, qui catégissait ses ouailles et les soignait aussi, comme il pouvait, avec ses prières et avec ses drogues, avait des malades peu ordinaires, affligés de tumeurs dures sous la peau, progressivement invalides, galeux, lichénisés, parfois aveugles aussi, et rien ne les soulageait vraiment. Il les avait déjà montrés à d'autres médecins, mais sans grand succès. Il y a tant d'autres choses que l'on ignore, mon père sous les dropiques, et ça, il le savait. Mais comme on ne désespère jamais, ni de la providence, ni de la nature humaine, on montre donc ces malades au jeune capitaine Richer. Le médecin palpe, s'interroge, pratique une exérèse non sans difficulté, si vous avez essayé de le faire.
aperçoit des helminthes, fatigue ses livres, et au bout de quelques jours se prononce, il s'agit d'une forme assez pernicieuse de parasite, l'onchocercose. Il venait de découvrir l'important foyer de la Volta blanche et d'y secourir les premiers malades, sans savoir. Mais peut-être le savait-il, qu'il instaurerait dans cette région, dans ce cercle, bien au-delà du cercle dans cet État, et dans ce sous-continent africain tout entier, une des plus ambitieuses campagnes de lutte jamais tentées, avec l'aide de la Banque mondiale, un quart de siècle plus tard. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais c'est cela, Richet, et j'insiste pour ceux qui ne l'ont pas connu, parce que j'ai dit que cela aussi devrait conserver son souvenir. D'autres médecins à Tinkodogo ont vu ces kystes, sans les reconnaître, même certains peut-être les ont reconnus, l'histoire ne le dit pas. Mais Richet les a reconnus, il a pratiqué lui-même l'exérèse de ce qu'il voyait, et bien qu'il n'ait pas limité son existence à ça, pendant 30 ans, il s'est fait l'adversaire de cette onchocercose, de cette cécité des rivières, de cette maladie qui écartait les populations si pauvres des seuls cours d'eau qui auraient pu et dû faciliter leur existence et qui la détruisaient. J'ai dit que Richet était aimable, souriant, d'un abord simple et direct, c'est vrai. On ne l'a jamais vu à proprement parler se battre, comme nous avons tous eu, les uns ou les autres, l'occasion de le faire pour la bonne cause. Mais lui, non. Mais quel adversaire quand il entreprenait de lutter. Quelle ténacité, quelle continuité dans l'effort, quelle confiance dans ses fins. Sur cette notion encore, il faudra revenir pour comprendre qui était cet homme, véritablement. Après 2 ans de séjour, il rentre en France et après son congé, il est affecté au 3e régiment d'infanterie coloniale. Pendant ce temps-là, un certain nombre de choses mûrissent en dehors de lui. La guerre approche, on est en 1938. Le service de lutte contre la maladie du sommeil que le médecin-colonel Jameau avait projeté, mais jamais obtenu en Afrique occidentale, est proposé une fois de plus avec de nouveaux arguments. Et le 30 janvier 1939, l'arrêté portant création d'un service autonome de la maladie du sommeil est signé par le gouverneur général Boisson. Et dès février, le capitaine Richet, remarqué par ses chefs pour l'intérêt qu'à Tinkodogo il avait porté aux endémies, est recruté comme adjoint par le médecin-colonel Gaston Muraz, chef du service général autonome de la maladie du sommeil, nouvellement créé à Bobo-Dioulasso, centre historique du dispositif. Commencent alors 3 années passionnantes de collaboration, sans jours fériés et sans dimanche, mais riches en revanche d'heures supplémentaires, diurnes et nocturnes. Et il faut savoir aussi d'assez belles parties de chasse, avec 50 buffles à son tableau, entre l'adjoint et le chef de service. Il y a 300 000 sommeilleux à traiter d'urgence. Tout est à organiser. Les secteurs spéciaux, les secteurs annexes à mettre en place. Il faut refaire les estimations de Jameau, déjà trop anciennes, parcourir les pistes, rassembler les villages, palper les épaules, débusquer les trypanosomes, définir les méthodes, confier le travail au chef de secteur et surveiller l'application des consignes et les résultats obtenus. En plus de cela, dès le mois de septembre, c'est la guerre. Le service général autonome de la maladie du sommeil avait fait des jaloux. Le moment paraît venu déjà de le lui faire payer. Le général M à Dakar ne se prise pas d'épuiser largement, au nom des nécessités de la guerre, les médecins auxiliaires ou les chefs de secteur pour les affecter dans des postes où il n'en existait même pas auparavant. Les chefs de secteur, les uns après les autres, partent et risquent de laisser un service exsangue et désorganisé. Certains passent la frontière du côté de Battier pour rejoindre les Français libres par la Gold Coast. Le général Muraz demande qu'on lui laisse un minimum de cadre, mais aucun de ses arguments n'est retenu. Chacun doit se dédoubler. En plus de ses fonctions d'adjoint et de chef de secteur 7 de Bobo-Dioulasso, Richet assume la chefferie du secteur 8. Il ne prend jamais de repos, suivant l'exemple de l'infatigable Muraz. Celui-ci d'ailleurs en 1941 commence à avoir de lourds ennuis. Mais ce n'est pas son histoire que l'on raconte ici. L'inspecteur des colonies de R s'installe à Bobo-Dioulasso. Ça fait 2 fois que j'ai dit ou que je me propose de dire du mal de quelqu'un et je ne prononce pas le nom. Ce n'est pas parce que je ne le sais pas, ce n'est pas non plus par discrétion. Je n'ai que très peu de discrétion. Il y a des noms qui méritent d'être célèbres et d'autres qui ne méritent pas, c'est tout. Il s'installe donc à Bobo-Dioulasso et commence une inspection dont je ne dirai rien, sinon qu'elle a duré 1 mois et demi, avec un acharnement qui a moralement détruit Muraz et durablement impressionné le jeune Richet. On devine Muraz plus soucieux d'efficacité que de rigueur administrative.
De plus, l'adjoint administratif qui lui avait été imposé, M, de plus, était paresseux, incapable et procédurier. L'inspection de Deher lui permet de prendre une revanche sur ses chefs et ne s'en prive pas. En décembre, Gaston Muraz est renvoyé en France. Comme Jameau, remarque le chef du secteur de Bâtier, à Richet, qui momentanément est dégoûté de tout et de tous. Dès l'arrivée du médecin-colonel Lerouzic, en remplacement de Muraz, il demande à celui-ci de le relever de ses fonctions d'adjoint à la chefferie et de lui confier le secteur spécial de Diebougou, au nord du pays Lebou. Le médecin-capitaine Richet, après ses séjours à Ngigmi et à Tinkodogo, se sentait fait pour la brousse et aspirait à y retourner après ses 3 années écrasantes d'activité en ville. Non qu'il y ait séjourné beaucoup, d'ailleurs, en ville. Il était toujours en tournée. Jameau a sa statue devant le ministère de la Santé, à Yaoundé. Et l'ancienne chefferie de Bobo-Dioulasso s'appelle aujourd'hui le Centre Muraz. Et pour Richet, qui sans doute le pressent déjà, les plaies sont encore trop récentes. Il se retire à Diebougou, sous la grande et fraîche paillote du chef de secteur, face au jardin d'Euphorbe et de Pervenche de Madagascar, au-dessus de la falaise qui offre au regard, le soir, vers le sud, après le départ des infirmiers, son immense paysage rouge, ocre, jaune, gris enfin dans le lointain où terre et ciel se confondent, sans horizon, jusqu'à la nuit, qui efface toute couleur en moins d'un quart d'heure, apporte fraîcheur et repos, et ces 1000 petits cris et bruits qui donnent au silence une épaisseur sensible et apaisante. Il n'avait plus connu cela depuis 3 ans. Il reste 3 mois à Diebougou. Le 16 mars 1942, il est rapatrié par la Compagnie Générale Transsaharienne à Transat. Au départ, il avait son billet de bateau, son billet de train, des coupons d'hôtel pour les gîtes d'étape, c'est l'autocar. Pour Niamey, Goa, Kidal, Bidon 5, Regan, Adrar, Colombéchard. À Colombéchard, on trouve le train pour Beniabès et Oran. À Oran, le bateau de Marseille. À l'époque, un voyage était un voyage. Aujourd'hui, comme chacun sait, on prend le métro. Le passage de Richet à la chefferie de Bobo-Dioulasso faisait un beau départ pour une carrière aux grandes endémies. Cependant, la mise à l'écart de son chef, d'une part, les développements de la guerre, d'autre part, vont l'éloigner pendant 11 ans. Commence donc maintenant une autre histoire que l'on ne peut que résumer rapidement. Ce qui est pour nous une parenthèse de 11 ans, c'est pour lui la grande aventure. En août 1942, Richet rejoint le Maroc. En septembre, il est médecin-chef du 6e régiment de tirailleurs sénégalais. 7 mois plus tard, il est attaché au corps franc d'Afrique et devient médecin-chef du service de santé de la 2e division blindée, en Tunisie. Il se déplace en Algérie, revient au Maroc en 1943. Il laisse sa femme et ses 2 enfants et suit la 2e DB en Algérie en avril 1944, embarque à Merz el-Kébir le 20 mai, débarque à Liverpool le 31, séjourne en Angleterre jusqu'en juillet et participe au débarquement à Grand-Camp le 1er août 1944. C'est la bataille de Normandie, on vous a raconté ça, la bataille de Paris, la libération de la capitale, et il y entre avec les Leclerc. J'avais des détails et des anecdotes, je les passe. Pour ceux qui ont vécu cette épopée, pour certains d'entre eux, ils en ont cultivé le souvenir toute leur existence, et j'ai rencontré les anciens de Leclerc. Ils se souviennent de leur médecin-chef, de sa cravate de travers, de son képi joyeusement oblique et de son charme irrésistible. Une des rares photos qui nous reste de lui en uniforme le représente ainsi, avec ses 7 rangées de barrettes de décoration, dont les plus belles qu'on puisse avoir: grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre national du mérite, 2 fois la croix de guerre, présidentielle distinction, Légion of Mérite, en tout plus de 21 décorations françaises et étrangères. Pour le médecin-colonel Richet, c'est ensuite la campagne des Vosges en août, la campagne d'Alsace, la campagne d'Allemagne, jusqu'à la victoire à Berchtesgaden le 8 mai 1945. Le 6 juin, il est toujours directeur du service de santé de la 2e DB. Sa belle-mère, qui est à sa charge depuis la disparition au front de son beau-frère, est en Dordogne. Il en est séparé depuis le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Sa femme et ses 2 enfants, âgés de 14 et 11 ans, sont restés au Maroc. Il a 3 loyers à payer. Il a dû contracter des dettes et l'intendance lui réclame le remboursement de 32 000 francs.
Il n'y a pas de gloire, pas de héros, pas de victoire qui tienne. Un sou pour l'intendant, c'est un sou. A-t-on rééchelonné sa dette? Je ne sais pas le détail, mais tout ceci n'est dit que pour rappeler le goût parfois amer du quotidien et que la vie, finalement, c'est cela. Il reste 6 mois en France, il est désigné pour servir en Indochine dès le mois de mars 1946 comme médecin-chef de la place de Saigon et chef d'état-major du directeur du service de santé des troupes françaises en Extrême-Orient. En novembre de la même année, il est directeur du service de santé des troupes françaises d'Indochine du Sud. Congé de fin de campagne en 1949 qui lui permet de commencer un stage à l'Institut Pasteur pour suivre le grand cours et récolter l'étiquette de pastoria. En février de l'année suivante, il retourne en Indochine comme directeur du service de santé des forces terrestres du Nord-Vietnam et de la zone opérationnelle du Tonkin. Là encore, je résume ce que l'on pouvait dire d'utile de sa guerre d'Indochine vous a été dit déjà, et ce que l'on pourrait raconter prendrait un livre qu'il faudra bien que l'on écrive un jour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il visite les postes, il rencontre des gens, j'en parlerai. Il communique à tous sa détermination et son sens pratique, toujours souriant, solide et efficace. Il rentre en France pour la fête de Noël en 1952, puis sert quelque temps en première région militaire. Et en juillet 1953, placé en position hors cadre, il est d'abord directeur par intérim du service de santé de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, puis dès le mois d'octobre, directeur du service général d'hygiène mobile et de prophylaxie de l'Afrique équatoriale, prenant la suite du médecin général André Lotte, qui lui laisse un service de la Tripano parfaitement rodé. Pour nous, Africains, nous avons envie de dire « enfin ». Il est de retour. Cela faisait donc 11 ans qu'il avait quitté cette terre de ses premières armes et de sa jeunesse. 11 ans depuis la petite chefferie de Diebougou, avec sa paillote, son ombre bienfaisante, ses euphorbes et ses pervenches. 11 ans. Il a pris de l'expérience et, moralement s'entend, du poids. De plus, il est, en juin 1955, promu médecin général. L'ancien adjoint de Mural sait ce qu'il a à faire. Il sait aussi s'organiser. Il est sans intérêt de gémir sur les difficultés. Il y en a toujours, il faut s'en accommoder. Il ne faut pas se laisser submerger par les cloportes. Il y en a toujours, il faut leur faire leur place et les y tenir. Il faut lutter, mais sans bagarre. De plus haut, chaque fois qu'il le faut. Richer sait s'entourer de collaborateurs qu'il a choisis, certains depuis l'Indochine, comme le capitaine Labusquière, un jeune chirurgien qu'il débauche pour en faire un chasseur de trypanosomes comme lui. Il se crée ainsi une sorte de famille qui l'accompagnera maintenant jusqu'à la fin du parcours. Son expérience de la médecine tropicale et des hommes est devenue sans pareil. Il sait où il va bien avant que ceux qui pourraient vouloir s'y opposer le sachent eux-mêmes. Pour le moment, l'objectif est de lutter contre la maladie du sommeil et contre la lèpre. L'esprit de Jameau s'installe à Brazzaville. Les médecins sont de nouveau lancés au-devant des malades. Il lui faut des moyens et les trouve. En juin 1954, il s'adresse au Fonds d'investissement pour le développement économique et social et au Fonds international de secours à l'enfance. Le secrétaire d'État lui répond dès le mois d'août. Le secrétaire d'État, ou du moins son délégataire de signature, le médecin général Le Rouzic. Son programme de lutte contre les trypanématoses est ajourné. Mais en revanche, il reçoit tout ce qu'il avait demandé, et même, aux surprises, au-delà, pour s'engager dans la vaste campagne contre la lèpre qu'il avait rêvée. Il aura aussi le moyen de dégager quelques crédits pour instaurer une lutte contre l'onchocercose. Ce n'est qu'un début, mais déjà il est prévu de passer à la vitesse supérieure en 1956. On traitera les malades par ablation des kystes. On envisage déjà de répandre le gamexane par hélicoptère dans le Mayo-Kébi. C'est en réalité 10 ans trop tôt. Mais on connaît bien Richet maintenant. Devant une difficulté, il prend du champ, il voit loin, plus loin que les autres, et toujours avant eux. Déjà, un effort essentiel est fait en faveur des lépreux. 7800 malades au Moyen-Congo, 5200 au Gabon, 32 000 en Oubangui, l'actuelle République centrafricaine, 21 000 au Tchad, et compte tenu des régions non encore prospectées, le général Richet compte 70 000 malades, 1,5% de la population. Il ne songe pas à la ségrégation et instaure les circuits de traitement qui porteront la bienfaisante disulone jusque dans les villages, chaque semaine quand c'est possible, au moins 2 fois par mois ailleurs. 50 000 malades sont inscrits sur les cahiers des circuits, 20 000 sur ceux des formations fixes.
Écoutez ce que ça veut dire, surtout les plus jeunes. 50 000 malades inscrits sur les cahiers des circuits. Les campagnes de masse, c'était nominatif. Il lui faut par an, il les obtient, plus d'1 million de flacons de disulone en suspension dans le Schulmougra et plus de 7 millions de comprimés de sulfone, sans compter 20 voitures et une centaine de bicyclettes. C'est un début. Il définit son objectif qui est d'obtenir un amenuisement maximum et rapide du réservoir de virus. Efficace, elle l'est, son action. 2 ans plus tard, 120 687 lépreux sont traités, qui dit mieux. Il est vrai que l'on peut dans cette région se faire une célébrité pour traiter 192 malades, mais c'est une anecdote et c'est aussi une nouvelle parenthèse à fermer. Toutefois, qu'est-ce que l'amenuisement rapide d'un réservoir qui passe en 2 ans d'une estimation de 70 000 à un décompte de malades effectivement traités de 120 000? On guérit les malades, certes, mais aussi maintenant que l'on s'occupe d'eux, que l'on va au-devant d'eux, on en dépiste de plus en plus. Ce ne sont pas, notons-le bien, de nouveaux malades, mais les dépistages mieux faits, une meilleure connaissance de l'extension de l'endémie. Et il devait en être ainsi, tenons-nous bien, pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'enfin, dans un pays de la région, on puisse décompter un nombre de lépreux inférieur à ce qu'il était l'année d'avant. Et il y a eu dans l'intervalle des découragements, et les organismes qui finançaient la campagne de lutte ont été saisis de rapports défavorables. On a soutenu qu'il était inutile de continuer dans ces conditions, etc. Alors Richet, muni de quelques arguments chiffrés, de sa foi contagieuse et d'un billet d'avion, reprenait le tour des capitales, des cabinets, des comités et décrochait le maintien de ses moyens. Mais tout cela ne surviendra que plus tard. Nous ne sommes qu'en 1955 et la campagne vient d'être lancée. En juillet, le général Richet devient directeur du service général d'hygiène mobile et de prophylaxie de l'Afrique occidentale à Bobo-Dioulasso. Quels sont ses sentiments lorsqu'après ce détour de 14 ans, il revient à la Tripano pour occuper le poste de Gaston Muraz? Il y a eu la guerre, c'est vrai, mais il n'est pas douteux qu'il y a bien longtemps repoussé son retour à Bobo. Il l'avait quitté avec un profond sentiment d'amertume. Il n'y revient que consolidé en quelque sorte, sûr des moyens à mettre en œuvre, confiant dans sa capacité à plier autour de lui les volontés. Il sait maintenant qu'il peut compter sur ses collaborateurs, galvanisés par lui. Il les enthousiasme. Il leur communique en permanence ce qu'il appelait désormais son incurable optimisme. Il savait que ce qu'il entreprenait, cette fois, serait accompli, tôt ou tard. Souvent, il savait comment, alors même que l'heure n'était pas encore venue d'en parler. Il connaissait tant de gens, dans tant de capitales, en Afrique ou en Europe. Il était si averti des grandes orientations politiques qui se dessinaient. Il savait si facilement pressentir les situations nouvelles qu'il allait pouvoir, pendant les 10 années de service qui lui restaient, mener efficacement son combat. À travers tous les bouleversements de l'après-guerre, à travers ces événements, moins sanglants dans cette région du monde qu'en Extrême-Orient, mais toujours douloureux, que sont les naissances des nations. On le voyait passer dans les secteurs, conduit sur des routes douteuses et le pied au plancher par son vieux chauffeur, diabétique et à moitié aveugle, aussi confiant en son patron que le patron l'était en lui, jamais un accident, et reconnaître les infirmiers qu'il avait dirigés du temps de Tinkotogo, les chauffeurs, les manœuvres, et me mounigancer, tiens, comment ça va? Et la madame, ça va? Et la petite Biliga? Elle avait été si malade, elle va bien maintenant? Biliga, elle est mariée, elle a gagné 3 enfants, ça va bien pour elle, mon Guénénard. Tiens, et c'est qui Soussaré? Et voilà Thibaut, on dit Thibaut Zampallegré. Comment ça va, Zampallegré? Tu n'as pas changé, tu sais. Il se souvient des visages, il se souvient des noms, et des noms des enfants. Tout cela d'or, il y a vraiment de quoi. Un certain nombre d'infirmiers vont devenir ministres. Tant il est vrai qu'à l'époque maintenant lointaine où ils étaient recrutés, beaucoup avaient un potentiel bien supérieur à ce qui était nécessaire dans une école de formation professionnelle. Mais ils n'avaient guère le choix, ni aucun moyen pratique de viser plus haut. Toujours est-il que Richet les connaît bien, connaît leurs familles, leurs enfants, comment résister à son extrême amabilité. À cette forme de convivialité si éloignée du sourire plaqué des relations diplomatiques
ou politique habituelle. Il était la bonté même et l'évidente franchise. On pouvait essayer de lutter contre lui, de le blesser, de le heurter de front. J'ai vu en pareil cas les personnalités les plus estimables réagir, et il en faut ainsi, comme le buffle qui charge. Cela passe ou cela casse. Cela passe souvent, cela casse parfois. Mais le général Richet ne réagissait pas comme cela. En cas de conflit, il s'élevait, sans colère, au-dessus du débat. Il redevenait dans cette nouvelle position le guide bienveillant, le père, le vieux, le conseiller, n'imposant rien, proposant tout, d'accord, toujours, pour un compromis où personne n'aurait à perdre la face, laissant la porte ouverte sur un jour qui naît, sur une gestation honorable, sur une promesse d'avenir, sur une possibilité de sauvegarde. Nous l'avons su à plusieurs reprises, furieux. Cela ne se voyait pas. Il fallait maintenir, il maintenait. L'avenir, c'est dans longtemps. Parfois, c'est dans 17 ans. Quel peut être l'intérêt d'un mouvement d'humeur? Alors il souriait. Et ce sourire n'était pas un masque. Il souriait parce qu'il savait, avant les autres, que dans 10 ans, que dans 17 ans, il y aurait lieu de repenser avec satisfaction à tel accord qui pourrait être acquis, même dans des conditions pénibles, froissantes, parce que l'orgueil, le vrai, n'est pas susceptible. Nous avions un Richet. Nous tous, les chefs de secteur, trouvions ça tout naturel. Quand en trouverons-nous un autre? Nous savons bien la réponse. Avoir eu cela une fois, dans une vie, c'est une bonne mesure. Nous avons eu cette chance. Nous avons connu aussi les hommes qu'il avait choisis et gardés auprès de lui. C'était vraiment beaucoup de chance et cela suffit. En 1958, les promesses d'indépendance du discours de Brazzaville doivent se concrétiser dans les circonstances que l'on sait, et avec l'éclatement de la fédération, c'est tout le service des grandes endémies qui est à court terme menacé de disparition. Cette menace s'annonçait d'ailleurs depuis la mise en place des textes d'application de la loi cadre. Richet avait fait le tour des conseillers, et le Grand Conseil s'était au mois d'août 1957 entièrement rallié à son point de vue. La structure fédérale du service d'hygiène mobile paraissait devoir être maintenue. Le haut commissaire, qui était d'un avis différent, en conçoit quelques ressentiments. Il fait voter en décembre la territorialisation des organes d'exécution locaux, les secteurs. La chefferie devient le service commun de lutte contre les grandes endémies. Elle s'installe à Dakar. Le risque de la voir devenir une tête sans bras ni jambes est évident. Avec l'indépendance, l'éclatement définitif de tout ce dispositif, issu des efforts de Jameau en 1917, devient imminent. Le grand service, qui avait vaincu la maladie du sommeil, entrepris la lutte contre la lèpre, chassé du continent la fièvre jaune et la variole, qui luttait contre le pian et avait à faire face aux méfaits de l'onchocercose, pouvait mourir, après 25 ans d'efforts, lors de la naissance des États indépendants, parce que son action reposait sur une structure fédérale qui disparaissait. Richet entreprend une croisade qui l'amène à faire le tour des capitales, muni d'un rapport d'activité de 100 pages et de son incomparable entre-gens. Il connaît tout le monde, il sait convaincre, il obtient la création de l'Organisation de coopération et de coordination pour la lutte contre les grandes endémies. 9 États africains et la France fixent le siège de l'organisation à Bobo-Dioulasso. Une fois de plus, Richet avait su maintenir l'essentiel, une unité de doctrine
un point de concertation et de rencontre, les instituts de recherche maintenus dans la même main, avec le même objectif, avec un budget commun voté par le conseil d'administration composé des ministres de la Santé des 10 États et un secrétaire général, âme et flamme de la maison lui-même. En 1959, il est inspecteur technique de pathologie tropicale à Paris, mais dès 1960, il est de retour à Bobo-Dioulasso, secrétaire général de l'organisation. Il instaure les conférences techniques qui réunissent chaque année les spécialistes des endémies, ceux qui œuvrent en Afrique, ceux des pays voisins et amis, des professeurs venus des facultés métropolitaines, de Belgique, d'Angleterre, des États-Unis. Jamais l'expression de rayonnement ne pourrait trouver meilleur emploi. Les directeurs des services des grandes endémies des États sont présents avec leurs adjoints quand ils en ont. Les médecins de secteur qui le peuvent y viennent aussi. Et ces contacts maintiennent l'unité de doctrine et l'esprit tripano avec cet air de famille commun à tous ceux qui ont vécu pour le service. Les grandes campagnes restent donc possibles. La lutte contre la lèpre, avec l'aide du Fonds international de secours à l'enfance et de Raoul Follereau, se poursuit. Richet communique son enthousiasme, son célèbre incurable optimisme à ceux qui l'entourent. De l'optimisme, il en fallait. Et l'on pourrait se demander qui aurait parié à la fin de la Fédération d'Afrique occidentale en 1958 pour la survie d'un service commun de secours aux plus malheureux et aux plus déshérités dans la grande émergence des intérêts indépendants. La réponse est simple, personne. Cela n'était pas possible. L'histoire ne s'embarrasse pas du passé, fût-il prodigieux. Personne n'y pouvait croire et personne n'y pouvait rien, sauf Richet. On ne pose pas la question de savoir s'il y croyait ou non, parce que sans aucun doute il le prévoyait et de toute façon, il l'a fait. Il s'assure de la collaboration de l'Office de recherche scientifique et technique Outre-mer et de l'aide de la Banque mondiale pour lancer enfin la campagne de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Par-dessus les frontières de 7 États, sur 700 000 km², les équipes repèrent et traitent le long des cours d'eau les gîtes à simuli. Les hélicoptères, enfin, répandent l'insecticide. Il faudra maintenir cette campagne pendant 20 ans. C'est la durée de survie des microfilaires dans les tissus des malades. Qui va parier? On le fera. Je vous invite à lire à ce propos ce qu'écrit Richet. Il résulte de tous les faits qui viennent d'être exposés que l'onchocercose africaine, considérée il y a quelques années encore comme de peu d'importance dans les pays africains, est au contraire une verminose extrêmement redoutable dans ses complications et ses répercussions sociales. Des conséquences insoupçonnables résultent de sa répartition et de sa fréquence dans d'immenses étendues de l'Afrique occidentale, équatoriale et orientale. Vient-on de lire ici les arguments invoqués par le général Richet en 1960 devant le directoire de la Banque mondiale? Non, c'est ce qu'écrivait le capitaine Richet à Tinkodogo en 1938. Peut-être que d'autres avant lui ont vu et décrit des situations de ce genre, mais parce que sa vue portait sur un quart de siècle et que son regard ne se détournait pas, la cécité des rivières est en train de s'effacer. Le médecin général inspecteur Richet est mort le 27 janvier 1983 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Paris. Il a été enterré quelques jours plus tard à Hamou, un matin sec et ensoleillé d'hiver, en présence de nombreux parents et amis, d'un détachement de quelques élèves de l'école de santé navale venus rendre les honneurs à un médecin général qu'ils ne connaissaient pas, et d'une petite poignée de fidèles qui avaient le cœur serré parce qu'ils comprenaient tout à coup que le meilleur de leur vie s'arrêtait là, dans cette chalosse que le patron avait adoptée et où il commençait son dernier séjour. Tant qu'il restera un seul de ses anciens collaborateurs, tant qu'il restera sur cette terre quelqu'un qui l'a connu, on ne pourra pas dire que Richet a disparu. Et puis parce qu'une flamme comme celle-là est contagieuse, de proche en proche, tant qu'il restera en Afrique,
des malades, avec leurs souffrances, et des médecins pour se pencher sur eux et sur elles. Elle brûlera, cette flamme, elle les éclairera, comme il faisait de son vivant, et pour toujours. Madame, mon général, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers camarades, le médecin général Bourrel et Dutertre ont admirablement retracé la double carrière de soldat et de médecin au service des plus déshérités du médecin général inspecteur Pierre Richet. Ils nous ont dit l'épopée personnelle de cet homme qui, durant toute sa vie, avait su garder intacte son exceptionnelle bonté au milieu d'un lot extraordinaire d'épreuves et d'amers quotidiens. Nombreux sont en effet ceux qui, ayant travaillé avec le général, il était tel qu'on a une pudeur à dire sous ses ordres, que je ne crois pas qu'il soit possible de l'avoir connu sans lui avoir porté une véritable dévotion. Oui, comme l'a dit Dutertre, avoir connu un Richet, c'est plus qu'on en devait demander. Curieusement, comme Dutertre, je me souviens avec précision de mon premier contact avec le général Richet à Bobo-Dioulasso en novembre 1955. Arrivé avec ma femme, alors que le général était encore en congé, nous avons utilisé son grand appartement climatisé qu'il avait donné instruction de mettre à la disposition d'un jeune arrivant. Par la suite, j'ai souvent pensé que ce simple trait m'avait d'emblée dépeint l'homme. Et puis, le lundi matin de son retour, je me souviens du jour, je suis allé me présenter à lui. À distance, sous la véranda, je l'ai vu de loin, avec sa chevelure abondante et indisciplinée, et sa saharienne rose ou bleue. Dans mon fort intérieur, en une seconde, j'ai été horrifié. Jamais je ne pourrais m'entendre avec ce général, me suis-je dit. Cette pensée panique au cœur, je me suis approché de son bureau. Il m'a invité à entrer et à commencer à parler et à me faire parler. Lorsque je suis sorti de ce premier entretien, je l'ai dit souvent par la suite, j'avais été totalement conquis. J'étais désormais un de ceux qui allaient le suivre, l'admirer et l'aimer sans interruption jusqu'au sinistre jour de janvier 1983 où il nous a quittés. J'ai pu être un des nombreux acteurs de la croisade qu'il a conduite au SGHMP d'AOF, puis à l'OCCGE contre la trypanosomiase, la lèpre, l'onchocercose, les tréponématoses et tant d'autres grandes endémies. C'est l'époque aussi où, en d'exceptionnelles occasions, Raoul Follereau venait nous rendre visite. J'ai souvent, au cours de ces années, su ce qui donnait à Pierre Richet l'incroyable impact sur les gens et les choses. Et ce que je voudrais maintenant dire, ce sont les deux grandes leçons que j'ai personnellement tirées de son contact, leur intérêt étant, j'en suis certain, que nul autre que lui n'aurait pu en donner de pareil. La première de ces leçons est que la conviction, si elle est suffisamment forte, peut être plus importante que la technique, voire même que la science. Ceci est pour moi la leçon que je tire de la grande campagne contre l'onchocercose lancée par le général Richet à une époque où les moyens techniques étaient bien faibles par rapport aux difficultés à résoudre. Et pourtant, si Richet n'avait pas été là, continuel commis voyageur de la cécité des rivières, passant continuellement de sa voiture tout-terrain à l'avion qui l'emportait à Bruxelles, à New York ou ailleurs, il n'y aurait pas eu par la suite un grand projet de lutte contre l'onchocercose couvrant plusieurs pays, un de ceux
qui ont, au cours des 2 dernières décennies, le plus contribué à intéresser les nations riches aux maladies tropicales. La deuxième grande leçon que j'ai apprise de Pierre Richet m'a servi tous les jours, en particulier depuis que m'est échue la responsabilité du service de la lèpre de l'OMS. Depuis plus de 10 ans, j'ai été chaque jour soumis à cette sorte d'intellectualisme qui régit trop souvent la manière qu'ont les fameux experts de concevoir les solutions aux problèmes. Ici, je me suis souvenu continuellement de ce que nous avait appris le général. Il faut certes de bonnes bases techniques, mais après cela, il faut aussi, toujours, surtout, une bonne organisation, avec des plans de travail précis et détaillés, un bon ravitaillement périodique des centres et tout ce qui s'ensuit, y compris, comme le disait l'un de ceux fameux qui suivaient fidèlement le général, le regretté René Labusquière, y compris, dis-je, de bonnes gens. C'est l'époque où le médecin général Languillon, puis le médecin général Saint-André et leurs collaborateurs servaient à l'Institut Marchou. C'est au cours de ces quelques 20 années que dans les pays de l'ancienne AOF et de l'ancienne AEF, plusieurs centaines de milliers de lépreux ont pu être déclarés guéris. Résultat le plus important dans le monde obtenu sous une unique direction technique. Pour tous ceux d'entre nous qui l'ont connu et aimé, Richet reste un des héros de cette épopée de l'hygiène mobile, de la Tripano, du SGHMP, à côté de Jameau, de Muras et de tant d'autres. Finalement, il est au premier chef, un de ceux de nos anciens qui ont rendu possible tout le monde, ce que tout le monde aurait cru ne pas l'être. Je donne la parole au président Récipon. Madame, Messieurs les généraux, mes chers amis, il y a quelques années, je me promenais à Mougins, non pas dans la ville nouvelle, mais vous savez, sur la colline où est juché ce petit village typiquement provençal avec son église, sa mairie, sa place et les platanes pour faire de l'ombre aux joueurs de pétanque. Et sur cette place, j'ai aperçu une statue, je me suis approché et j'ai lu à la mémoire du commandant Lamy. Ainsi donc, ce bâtisseur d'empire était parti de ce petit village dont on peut, dans son esprit, reconstituer la vie paisible et frustre qui devait être la sienne un siècle et demi plus tôt. Si, dans ce village, il n'y avait pas cette statue de Lamy, je pense que plus personne à Mougins ne se souviendrait d'un de ses plus illustres enfants. Et c'est en pensant à cet exemple que les fondations Raoul Follereau ont voulu marquer dans la mémoire des hommes le nom des médecins qui ont consacré leur vie à la lèpre, afin que l'exemple de ces vies en inspire d'autres pour le bien des hommes qui souffrent. En attendant le jour béni où l'on enseignera à tous les petits Français le nom, la vie et l'œuvre de ceux qui ont fait la gloire de la France, en 1970, dans son petit village de Vinassan, nous avons élevé une stèle à la mémoire du docteur Montestruc, Papatienne, qui fut l'un des premiers à utiliser les sulfones pour vaincre la lèpre à la Martinique. En 1982, nous avons fait la statue du médecin général Labusquière à Saint-Émilion. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer la première des plaques à la mémoire du médecin général Pierre Richet, dont les orateurs qui m'ont précédé ont retracé la carrière légendaire. Je dis la première car j'espère que 5 autres plaques en Afrique fixeront les étapes de sa vie au service des grandes endémies. Nous aurions souhaité, vous savez, mon général, un monument plus important ici, mais nous nous sommes tout de suite ralliés
aux règles de cet institut. Et c'est très bien ainsi. Il est là au milieu des siens. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'héroïsme. Il y a seulement ceux qui font leur devoir, quelles que soient les circonstances et le prix à payer. Le long mémorial de cet institut est une des constituantes du patrimoine de la France, du vrai patrimoine, de celui qui fait que la France est un grand pays que l'on peut respecter. Les Français peuvent être fiers du corps de santé colonial et de son œuvre immense, de ses traditions et de ses anciens. En honorant le médecin général Richer, c'est aussi tout ce corps que nous avons voulu saluer, car nous savions combien il était fier de lui appartenir et combien il souhaitait que l'œuvre accomplie en un siècle dans ce qui était autrefois l'Empire français fût mieux connu et mieux respecté. J'ai la certitude, en accomplissant ce rite, que Raoul Follereau serait fier des fondations qui portent son nom. Je n'ai pas le talent oratoire pour évoquer, comme il conviendrait, l'amitié qui a uni ces deux hommes, dont les noms et la mémoire ne pourront plus être séparés de la bataille de la lèpre. Mais le plus bel hommage que nous puissions rendre à Pierre Richer, au-delà des discours et des monuments, c'est de consacrer toutes nos forces à l'éradication définitive de cette maladie à laquelle il croyait et qu'il a espéré toute sa vie. Pour terminer, je vous invite à regarder les 5 dernières minutes d'un film d'1 heure sur les grandes endémies. Dans ce film-là, le général Richer tenait une bonne demi-heure. Nous avons retenu la partie terminale où vous pourrez le voir encore sur l'écran et l'entendre. Eh bien, nous voici devant le grand centre Murat, on devrait dire institut, car il en est 3 autres. Il y a 4 instituts au sein de l'OCCGE. Ces bâtiments sont sortis de terre entre 1939 et 1942, à l'époque où j'étais le premier adjoint du médecin-colonel Murat. A laissé un souvenir impérissable parmi les populations africaines. D'abord, sur le plan physique, c'était un athlète. Il avait une force considérable, constamment sur les routes, constamment au travail. Et son dynamisme était tel qu'il déteignait surtout ses subordonnés et qu'il les portait à accomplir des choses véritablement extraordinaires. Il accomplit un travail écrasant. En quelques mois, couvrit la fédération de 75 secteurs de prophylaxie de la maladie du sommeil, dont 31 très puissants dénommés secteurs spéciaux. C'était en pleine guerre, l'époque 1939-42. Il y eut des difficultés inouïes, bien sûr. On manqua de personnel à un moment donné, certains médecins-chefs ayant été mobilisés, un grand nombre même. On manqua de véhicules, de carburant. Il fallut prospecter à un moment donné en gazogène, en bicyclette, à pied. Grâce au dévouement merveilleux d'un personnel d'élite, d'un personnel africain transformé en véritables apôtres, les résultats furent néanmoins absolument étonnants. Et en l'espace de quelques années, la maladie du sommeil était réduite à un problème beaucoup moins grave de santé publique. Elle n'était pas menaçante pour l'ensemble de la fédération. À tel point qu'en 1944, dans la conférence de Brazzaville, le service va changer de sigle. De service général autonome de la maladie du sommeil, il va devenir le polyvalent service général d'hygiène mobile et de prophylaxie, sigle SGHMP, dirigé maintenant contre la plupart des grandes endémies qui existent encore dans l'ancienne fédération. Dès 1945, le service prend en charge le contrôle de la lèpre qui frappe en Afrique occidentale des centaines de milliers d'individus. Un institut de léphrologie, l'Institut Marchou de Bamako, est rattaché au SGHMP. Désormais, les équipes mobiles vont procéder au dépistage et au traitement des lépreux sur tout le territoire de la fédération. Il en est de même du paludisme, des tréponématoses, de la tuberculose.
des services, des laboratoires spécialisés dans l'étude de ces maladies s'agglomèrent autour du centre de Bobo Dioulasso, qui va devenir le centre Muraz. La lutte contre les maladies oculaires, très répandue en Afrique, va s'ajouter aux tâches du SGHMP, lorsqu'en 1953, le service reçoit en dot un troisième institut, l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, l'IOTA, à Bamako. Pour combattre l'onchocercose, qui fait des aveugles par dizaines de milliers, il faut s'attaquer au vecteur de cette maladie, la simulie. Une section entomologique consacrée à l'étude de cette mouche est créée à l'initiative du médecin général Richer. Pendant 15 ans, le service général d'hygiène mobile et de prophylaxie mène le combat sur le terrain et dans ses instituts, démontrant ainsi que la doctrine de Jameau peut s'appliquer avec succès à toutes les grandes endémies. Les résultats sont excellents dans tous les domaines. Et progressivement, on en arrive à la période des indépendances. À ce moment-là, c'est une période très critique. À ce moment-là, pendant une courte période, le service a été tronçonné en 8 parties. Chaque État, chaque nouvel État, chaque jeune État se constituant un service national des grandes endémies. Et on n'a plus craint à un moment donné que les États ne puissent plus assumer la charge, par exemple, des instituts de Bamako. Le Mali étant un État relativement pauvre, ne pouvait pas assumer la charge de gros instituts, d'énormes instituts qui avaient été conçus pour l'ensemble de la fédération. Alors, petit à petit, grâce à la très haute compréhension des ministres, des jeunes ministres de la santé publique, c'est affirmer l'idée de reconstituer un service de type fédéral sur le type de l'ancien SGHMP, permettant de continuer, permettant de posséder toujours cette unité de doctrine, d'action et en quelque sorte de commandement qui avait permis les succès antérieurs, qui permettaient de montrer des graphiques, des fiches, des rapports absolument sensationnels sur le plan de la réussite. Ensuite, la plaque est dévoilée. Et alors, monsieur le docteur Charles Mérieux décore le général Monsieur le ministre, cher ami, maire de Marseille, toujours très heureux, vous le savez, d'être auprès de vous, très honoré d'être dans votre ville. Madame Edmond Charleroux, Monsieur le préfet, commissaire de la République, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, je suis venu au Pharo aujourd'hui pour rendre hommage à l'Institut de médecine tropicale de service de santé des armées. Je veux dire qu'il y avait à peine quelques jours que j'étais mis à Défense, il y a d'ailleurs aujourd'hui 3 ans et 3 jours, que M. Gaston Defferre me disait qu'il fallait venir à cet Institut de médecine tropicale de service de santé. Il me disait tout le bien qu'il en pensait, et nous sommes en train, avec mon cabinet, de travailler sur un de ces projets, peut-être pour essayer de réaliser un grand film sur ce qu'a réalisé cet institut. Aujourd'hui, nous voulons l'honorer à travers 2 personnalités issues de cette école
et dont la carrière exemplaire a largement honoré le service de santé des armées. Comme vous le savez, il s'agit d'abord du médecin général inspecteur Richet, récemment décédé. À sa mémoire, nous allons dans un moment dévoiler le médaillon qui perpétuera son souvenir dans la salle d'honneur de cette école. Ensuite, le docteur Charles Mérieux remettra au médecin général Lapessoni les insignes de commandeur dans l'Ordre national du mérite. Je suis d'autant plus heureux que le docteur Charles Mérieux soit ici et accomplisse ce geste que lorsqu'il y a bientôt 8 ans, j'ai été élu maire de Villeurbanne. Ce fut la première visite que je reçus à ma mairie, celle du docteur Mérieux. Permettez-moi auparavant de dire quelques mots sur le sens que j'attache à la mission du service de santé des armées. Le service de santé des armées, qui a pour mission principale le soutien des forces en temps de paix et en temps de guerre, enrichit et accroît ses capacités opérationnelles grâce à l'action médicale qu'il mène outre-mer, et cela à titre de mission complémentaire. En effet, pour les médecins des armées, l'exercice de la médecine outre-mer constitue un irremplaçable soutien, une irremplaçable école de responsabilité et d'initiative. Les expériences qu'ils en retirent leur permettent, une fois revenus en France, de mieux accomplir leur métier de médecin militaire, que ce soit en temps de paix, que ce soit en temps de crise, que ce soit au Tchad, au Liban, partout, à travers le vaste monde où nous avons des soldats, ou s'il le fallait, en temps de guerre. Pour illustrer cette idée, quel plus bel exemple choisir, effectivement, que la carrière du médecin général inspecteur Richet. Le général Richet a disparu il y a un peu plus d'1 an. 54 ans auparavant, il est parmi les élèves du Pharo, et dès sa sortie de cette école, Richet commence une carrière africaine qui sera longue et féconde. Avant un premier séjour au Niger, en 1932, à une époque où, rappelons-le, il faut 3 mois de voyage pour se rendre de Dakar au bord du lac Tchad, il devient ensuite, en 1936, médecin-chef du Tankodogo, poste isolé de la Haute-Volta. Il y découvre l'important foyer toncocérose de la Volta Blanche et la terrible cécité des rivières. Puis pendant quelque temps, il est l'adjoint du médecin-colonel Muraz, dont le nom reste attaché à l'éradication de la maladie du sommeil en Afrique occidentale. En 1942, c'est le grand vent de l'histoire qui va permettre à Richet de montrer pleinement ses qualités militaires. En effet, il devient le médecin-chef de la 2e DB. Il débarque avec la 2e division, avec la division Leclerc, en août 1944, et il participe à toutes les campagnes de cette unité jusqu'en avril 1945. En cette année de 40e anniversaire, alors que je viens de donner le nom de maréchal Leclerc au plus beau et au plus grand salon de l'hôtel de Brienne à Paris, je tiens ici à souligner ces faits d'armes prestigieux, attestés par le nombre exceptionnel de citations militaires décernées à Richet, dont l'une d'ailleurs lui a été remise personnellement par le maréchal Leclerc et l'autre par le président Harry Truman. Ensuite, c'est l'Indochine, où, entre autres fonctions, on le retrouve directeur du service de santé des forces terrestres françaises au Nord-Vietnam. Il est colonel. L'année 1953 voit le retour du général Richet en Afrique, où il devient le chef de ce qu'on appelle alors le service mobile d'hygiène et de prophylaxie de l'Afrique équatoriale. C'est-à-dire, pour me résumer, le patron du service qui a lutté contre les grandes endémies dans cette partie
du continent africain. Pendant cet immense détour militaire de 11 ans, Richet a mûri et il a acquis une expérience inégalable de la médecine, et j'ajouterai ce qui va avec une expérience des hommes. Cette expérience, il la remet au service des plus déshérités. Il la remet au service des lépreux. Il lance une campagne d'éradication de cette maladie en appliquant la doctrine mise au point par son illustre prédécesseur Jameau pour vaincre la maladie du sommeil. Cette doctrine, vous le savez, se résume en quelques mots, si j'ose dire. Il s'agit d'envoyer les médecins et les médicaments vers les malades, au lieu de les attendre dans les villes, et de faire en sorte que se présentent, même quand on est très malheureux, les plus favorisés d'entre eux, et seulement ceux-ci. Lui, il va au-devant des plus déshérités, des plus malades. Et tel est le sens de cette démarche spécifiquement française, qui a été longtemps critiquée, il faut bien le dire, par nos amis anglo-saxons, par l'Organisation mondiale de la santé. Or, il faut noter avec satisfaction qu'on redécouvre maintenant les idées de Jameau, de Richet et de la Pessonnie. En 1960, c'est l'indépendance des États africains. Richet, lui, est toujours en Afrique. Son énergie, son intuition, son sens du réel lui permettent d'être l'inspirateur et le père fondateur de l'organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies. Cette organisation interétatique, qui regroupe la plupart des pays de l'ancienne Afrique occidentale française, va reprendre la mission qui était assumée jusqu'alors par le service d'hygiène mobile et de prophylaxie. La lutte contre la lèpre, la lutte contre la variole, contre la fièvre jaune, contre le pian, contre l'onchocérose, contre la maladie du sommeil, continuera donc sous la direction de Richet. En novembre 1966, le général Richet est admis en 2e section, mais pendant des années encore, il travaillera au service des lépreux en coopération étroite avec l'aide de Raoul Follereau. Le nom de Richet restera historiquement attaché à la lutte contre les grandes endémies qui dévastaient l'Afrique et par-dessus tout à la lutte contre la lèpre qui désolait cette région de l'Ouest africain où son souvenir laisse tant d'admiration, tant d'émotion, tant de regrets. Mais la présence ici et aujourd'hui de sous-officiers des services de santé des différents pays africains en stage dans cette école est sans aucun doute la meilleure garantie que l'œuvre de Richet est et sera continuée. La deuxième idée à laquelle je suis attaché, c'est celle de la mobilité du service de santé des armées, qu'il s'agisse des matériels ou des hommes. Et quelles que soient les missions dont vous savez l'extrême diversité, le service de santé doit toujours s'efforcer d'améliorer sa mobilité. À cet égard, la carrière et l'action du médecin général La Pessonnie sont exemplaires. En général, une génération vous sépare de Richet, mais comme lui, vous sortez d'une même école. Ce sont les mêmes principes doctrinaux, ceux de Murat et de Jameau, celui des équipes mobiles qui ont inspiré constamment votre action, votre dévouement tout au long de votre riche carrière. Dès 1942, dans votre premier poste en Haute-Volta, vous participez au niveau le plus modeste à la lutte contre les grandes endémies africaines. Vous restez sur le terrain 5 ans sans interruption avant d'être rapatrié en 1947 en France. Ensuite, c'est le stage à l'Institut Pasteur où vous acquérirez les bases théoriques fondamentales, nécessaires parce que vous voulez continuer votre action. En 1955, vous êtes à Pondichéry. Vous transformez l'ancienne école de médecine destinée à fermer en un Pondichéry Medical College de langue française. En 1958, vous devenez agrégé du Pharo et vous enseignez ici même l'épidémiologie et l'hygiène. Et j'imagine à quel point votre immense expérience personnelle a dû enrichir ici votre enseignement. Pour raconter, je crois,
quelque part, vous avez entendu dire un jour que le service de santé n'avait pas besoin de savants. Je vous suis personnellement reconnaissant d'avoir, pour une fois, désobéi à ce genre d'instruction. Cette année 1958 marque un tournant dans votre carrière, car c'est l'année où vous rencontrez, si j'ose dire, la méningite, c'est-à-dire la maladie épidémique dont vous resterez le plus radical et le plus efficace adversaire. L'urgence vous appelle au Niger. Vous êtes sur place en 24 heures, vous y restez 2 mois, et vous revenez après avoir maîtrisé l'épidémie grâce au sulfamide retard que vous avez eu la très ingénieuse idée d'utiliser. Ensuite, vous parcourez l'Afrique, je crois, dans tous les sens. Vous déterminez l'épidémiologie de la méningite, vous décrivez une aire géographique à laquelle votre nom reste attaché, puisqu'on appelle maintenant cette région la ceinture de la méningite de la Pessonie. À cette époque, d'ailleurs, vous rencontrez Richet, qui vous aidera dans votre action et à qui une amitié vous liera, je crois, jusqu'à la fin de ses jours. En 1968, vous devenez sous-directeur du Pharo. Vous ramenez... Qu'est-ce que j'allais dire là? Oui, enfin, vous ramenez l'ordre dans cette maison. Et surtout, vous y introduisez des méthodes modernes d'enseignement qui sont toujours en usage. En 1973, vous êtes admis dans la 2e section, mais la 2e section, pour vous, ce n'est pas la retraite. Depuis le début, vous avez pressenti la possibilité de mettre au moins un vaccin contre la méningite. Ce vaccin est mis au point et en 1974 au Brésil, exactement à Sao Paulo. Une effroyable épidémie de méningite cérébrospinale apparaît. Le docteur Charles Mérieux m'a un soir montré le film qui a été tourné, terrible, à cette occasion. Et alors, le docteur Mérieux, Charles Mérieux, vous entraîne à Rio. D'une part, les quantités phénoménales de vaccins fabriqués en un temps record par l'Institut Mérieux et votre expérience, votre science, votre savoir-faire auront raison de cette épidémie. Votre nom, général de la Pessonie, ainsi que celui, je tiens à le dire ici, de l'Institut Mérieux, qui a su mettre ses compétences au service de votre génie, resteront attachés à cette victoire, et c'est sans aucun doute un symbole supplémentaire. Pharo à Marseille, l'Institut Mérieux à Lyon, c'est sans doute un symbole qui fait que ici, les 2 maires de Villeurbanne, mais c'est à côté de Lyon, je n'annexe pas Lyon, monsieur Charles Mérieux, et le maire de Marseille se retrouvent ensemble ici pour vous féliciter. Je vais demander à monsieur le ministre maire de Marseille de venir près de moi pour découvrir la plaque.
Regarde.